Une fusée, pour être honnête, c'est avant tout un réservoir d'oxygène volant. En effet, pour pouvoir brûler son carburant, elle doit emporter tout l'oxygène nécessaire avec elle, sous forme de tonnes d'oxygène liquide. Environ les 3/4 de tout le carburant ne sont en fait que cet oxygène. Et maintenant vient l'idée qui hante l'astronautique depuis plus de 40 ans. En bas, dans l'atmosphère, l'oxygène est pourtant présent en abondance. Et en plus, il est gratuit. Et si un moteur pouvait simplement aspirer cet air, comme le fait un avion à réaction, et ne passer à son réservoir embarqué qu'une fois dans l'espace. Un seul moteur part d'une piste et monte jusqu'en orbite. C'est l'idée la plus élégante de tout le domaine spatial. Et c'est aussi l'idée qui a conduit une entreprise après l'autre à la faillite. L'année dernière, elle a fait sa plus célèbre victime. Et pourtant, le moteur en son cœur refuse de mourir. Je m'appelle Sirwan et voici Chronique de Mars. Abordons d'abord le problème à l'origine de tout cela. Pourquoi faisons-nous tout cela au juste? Une fusée transporte deux choses, du carburant et un oxydant. Donc l'oxygène nécessaire à la combustion. Dans l'espace, il n'y a pas d'air. Donc elle doit emporter les deux. Mais comme l'oxygène liquide représente la majeure partie du poids, le gain serait énorme. Si on pouvait simplement s'en passer pour la première partie de l'ascension. C'est précisément la promesse de la propulsion à respiration atmosphérique. Tant que tu voles assez bas et assez lentement, tu utilises l'air de l'atmosphère et tu économises le poids du réservoir lourd. Ce n'est qu'en altitude, quand l'air se raréfie, que tu utilises la propulsion par fusée. Le résultat ne serait pas une énorme tour jetable, mais un avion spatial élancé et réutilisable qui décolle de la piste comme un avion de ligne. Et c'est précisément ici qu'entre en jeu le terme autour duquel tout tourne aujourd'hui. Single Stage to Orbit, ou SSTO en abrégé. En français, un seul étage jusqu'en orbite. Cela signifie un véhicule atteint l'orbite sans larguer la moindre pièce en cours de route. Pour comprendre pourquoi c'est si incroyablement difficile, il faut connaître l'équation des fusées. Elle dit la quantité de carburant nécessaire augmente de façon exponentielle avec la vitesse cible. Pour atteindre une orbite terrestre basse, il faut environ 9,4 km par seconde. Un seul étage de fusée qui veut accomplir cela doit donc être composé à plus de 90% de carburant. Il ne reste presque rien pour la structure, les moteurs et la charge utile. Les fusées classiques contournent l'équation en larguant des étages, c'est-à-dire des réservoirs vides, en cours de route. Mais un véhicule SSTO refuse précisément de faire cela. Chaque kilogramme de moteur, de réservoir ou d'aile est directement soustrait à la charge utile. Sur le papier, le SSTO est tout juste possible. En pratique, c'est une danse sur le fil du rasoir. Et la propulsion à respiration atmosphérique est l'astuce qui pourrait peut-être rendre cet exercice tenable. Regardons donc les moteurs, car c'est le véritable cœur de cette histoire. Le premier problème, c'est la vitesse. Un moteur à réaction classique avec turbine ne fonctionne que jusqu'à environ Mach 3 fois la vitesse du son. Après cela, l'air entrant devient trop chaud et trop rapide pour les pales sensibles. Ensuite, il y a le statoréacteur, ou moteur à combustion par compression d'air. Il n'a aucune pièce mobile et utilise simplement la grande vitesse de vol pour comprimer l'air. Il fonctionne d'environ Mach 3 à Mach 6, mais il a un inconvénient. Il ne peut pas démarrer à l'arrêt. Il doit déjà voler rapidement avant même de pouvoir s'allumer. Le statoréacteur à combustion supersonique est encore plus extrême, la combustion se produisant dans un flux d'air à vitesse supersonique. C'est comme essayer d'allumer une allumette en plein ouragan. De tels moteurs n'ont jusqu'à présent volé que pendant quelques minutes d'affilée. Et maintenant, voici la solution géniale qui relie tout. Ce qu'on appelle le précouleur, c'est-à-dire un pré-refroidisseur. À Mach 5, l'air qui entre, à l'avant du moteur, atteint plus de 1000 degrés Celsius en raison de la compression. L'idée est de refroidir cet air brûlant à environ moins 150 degrés Celsius en 1/100 de seconde. Grad Celsius herunterzukühlen. Grâce à l'hydrogène liquide glacé. Voyons tout de suite comment cela fonctionne. Soudainement, l'air est suffisamment refroidi pour qu'une turbine tout à fait normale puisse le comprimer. Avec cela, un seul moteur peut respirer depuis l'arrêt sur la piste jusqu'à Mach 5.
Et ensuite, la prise d'air se ferme et il devient une véritable fusée. Ce pré-refroidisseur est à la fois le miracle et la malédiction de toute cette technologie. C'est un échangeur de chaleur qui doit rendre de l'air incandescent, presque instantanément glacé, sans geler ni se fissurer sous la contrainte thermique. Mémorisez ce composant, c'est le véritable protagoniste secret de cette histoire. Cette idée de pré-refroidisseur n'est pas nouvelle, et leur histoire n'est qu'un véritable cimetière de rêves brisés. Elle commence au Royaume-Uni dans les années 80 avec un projet appelé HOTOL, abréviation de Horizontal Take-Off and Landing, c'est-à-dire décollage et atterrissage horizontal. C'était un avion spatial britannique qui devait atteindre l'orbite en une seule étape. Son élément central était un moteur appelé RB 5 Sen 45, surnommé Swallow, c'est-à-dire hirondelle. Il avait été conçu par un ingénieur de génie nommé Alan Bond. Les droits ont été achetés par le motoriste Rolls-Royce. À bord également, le groupe aéronautique British Aerospace. Le RB 545 était exactement cela, un moteur pré-refroidi qui respirait l'air jusqu'à environ Mach 5 à 26 km d'altitude, puis passait en mode fusée. Voici l'un des épisodes les plus absurdes de la conquête spatiale. Le moteur a été classé secret d'État par le gouvernement britannique et placé sous l'Official Secrets Act, donc la loi britannique sur la protection des secrets d'État. Alan Bond détenait le brevet de son propre moteur, mais il n'avait pas le droit d'expliquer à qui que ce soit comment il fonctionnait. Ce secret a lentement étouffé le projet. Il était presque impossible d'attirer des investisseurs ou des partenaires dans ces conditions. En 1988, le gouvernement a mis fin au projet. Aussi parce qu'un calcul objectif montrait que l'ensemble n'offrait guère plus d'avantages qu'une fusée classique similaire. Qu'est-il donc advenu du moteur Rolls-Royce ? L'hirondelle a disparu en 1988, comme dossier classifié, dans un tiroir fermé à clé, sans jamais avoir volé. Mais ses inventeurs n'ont pas abandonné. Alan Bond et deux anciens ingénieurs de Rolls-Royce ont fondé leur propre entreprise en 1989, Reaction Engines. Comme l'ancien moteur était secret, ils ont dû le reconcevoir entièrement, et ils ont appelé la version améliorée Sabre. Cela signifie Synergetic Air Breathing Rocket Engine, donc un moteur fusée synergétique à respiration d'air. L'avion spatial associé a été baptisé Skylon. Il devait transporter 17 tonnes en orbite basse. Pendant plus de 35 ans, cette entreprise a travaillé sur ce rêve. Ils ont levé plus de 150 millions de livres. Entre autres, le groupe d'armement BAE Systems a pris une participation de 20% en 2015. Plus tard, Boeing et un fonds souverain des Émirats Arabes Unis sont également arrivés. Et le plus important, ils ont prouvé que le pré-refroidisseur fonctionne réellement. Lors des tests, il a refroidi l'air entrant exactement comme prévu en une fraction de seconde. Et puis, malgré tout, la fin. Fin octobre 2024, Reaction Engines a fait faillite. À la fin, il manquait à l'entreprise environ 20 millions de livres pour continuer. Sur environ 200 employés, 173 ont été licenciés immédiatement. BAE Systems, Rolls-Royce et Boeing, tous les trois, ont refusé d'intervenir et n'ont pas sauvé l'entreprise. Skylon lui-même, d'ailleurs, n'a jamais dépassé le stade du concept. Un développement aurait coûté plus de 10 milliards de dollars. La société d'avions spatiaux à propulsion atmosphérique la plus célèbre appartenait ainsi à l'histoire. Et le Royaume-Uni n'était pas seul à rêver de cela. Il y a aussi eu, dans les pays germanophones, une tentative très ambitieuse à mentionner, le projet Sanger. Il porte le nom d'Eugen Sanger, un pionnier autrichien de l'astronautique qui a étudié à Graz et à Vienne. Dans les années 1980 et au début des années 1990, le groupe allemand MBB a développé sous ce nom un véhicule spatial à 2 étages, c'est-à-dire un engin qui atteint l'orbite en 2 étapes. L'idée était séduisante. Un énorme étage porteur à propulsion atmosphérique, équipé de turboréacteurs à statoréacteurs, devait décoller horizontalement depuis la piste et accélérer jusqu'à environ Mach 6 ou 7. Et à cette altitude, larguer un étage supérieur plus petit, propulsé par fusée appelée Horus, qui continuerait alors seul à monter en orbite. Au lieu de confier les 2 tâches à un seul moteur,
Eugen Sänger a simplement réparti le travail entre deux véhicules. En 1991, le premier turboréacteur à statoréacteur d'Europe a même fonctionné au sol. Mais au milieu des années 1990, cela a pris fin. On n'a tout simplement pas réussi à concevoir un moteur qui aurait été efficace sur toute la plage de vitesse. Et au final, les calculs n'ont montré que de maigres économies par rapport à la nouvelle fusée Ariane 5. C'était le même constat sobre que celui déjà fait pour Autol. Aux États-Unis, il y avait la même voie, Friedhof. Dans les années 1980, le gouvernement dirigé par Ronald Reagan a annoncé le programme National Aerospace Plane avec son avion prévu, le X-30, un Orient Express propulsé par statoréacteur à combustion supersonique qui devait atteindre l'orbite en un seul étage. En 1993, il a été abandonné sans jamais avoir volé. Dans les années 1990, la X-33 de Lockheed Martin a suivi, un démonstrateur technologique pour le grand avion spatial Venture Star, doté d'un moteur aérospike exotique et de réservoirs en fibre de carbone. Après environ 1,3 milliard de dollars investis, ce projet a également été annulé en 2001 après qu'un nouveau réservoir d'hydrogène ait échoué lors d'un test. Il y a cependant eu aussi des succès, comme le DCX Delta Clipper de McDonnell Douglas, une petite fusée qui décollait et atterrissait à la verticale, montrant ainsi des années avant SpaceX que c'était possible. Mais le schéma est resté le même. Chaque grand programme national SSTO a été annulé avant d'atteindre l'orbite. Passons à mon évaluation honnête, et je précise clairement ici qu'il s'agit de mon opinion. Pourquoi ce rêve meurt-il encore et encore ? La dure réalité mathématique derrière tout ça est simple. Même avec un moteur à respiration atmosphérique fonctionnel, tu dois quand même emmener deux systèmes de propulsion complets vers le haut. À cela s'ajoutons les ailes, un bouclier thermique et le lourd pré-refroidisseur. Tout ce poids supplémentaire annule exactement l'économie que tu espérais faire sur l'oxygène. C'est exactement ce que le calcul de Autol avait déjà montré en 1988. Et pendant que les ingénieurs se cassaient les dents sur cette solution élégante, SpaceX a simplement choisi la solution la moins élégante. Ils ont gardé les étages, mais les ont rendus réutilisables. La Falcon 9 est revenue se poser et Starship doit devenir entièrement réutilisable. Elon Musk a plusieurs fois affirmé publiquement qu'une fusée réutilisable à 2 étages serait toujours supérieure à une fusée à un seul étage, car un véritable SSTO n'aurait presque aucune charge utile restante. La solution brutale et laide a battu l'élégance. Et c'est précisément pour cette raison que l'avion spatial SSTO a perdu de son urgence. Car les fusées réutilisables offrent déjà aujourd'hui un accès à l'espace peu coûteux, mission après mission. Et pourtant, et c'est ce qu'il y a de plus beau, le pré-refroidisseur refuse de mourir. Car l'idée est tout simplement trop bonne pour être enterrée. En plusieurs endroits, elle connaît actuellement une résurrection. La première s'appelle Invictus. En juillet 2025, l'Agence spatiale européenne, ESA, et la société britannique Frazer-Nash ont lancé ce programme. Ils utilisent précisément la technologie de pré-refroidisseur de la société en faillite, Reaction Engines, et construisent avec cela un avion d'essai réutilisable, qui doit voler à Mach 5 avec de l'hydrogène et exactement cette propulsion à air pré-refroidi. Beaucoup des ingénieurs de l'époque sont de nouveau à bord. Important pour situer les choses, Invictus ne vise pas directement l'orbite, mais constitue d'abord une première étape honnête. Un démonstrateur Mach 5 à double usage pour l'aviation civile et la défense. Le design préliminaire devrait être prêt dans les 12 mois, donc peu de temps après la sortie de cette vidéo. La deuxième résurrection vient d'un tout autre domaine, et vous la connaissez déjà grâce à notre vidéo. L'entreprise Liebherr 71 ou Liebherr LEAP 71 autour de Lynn Kaiser et Joséphine Lissner a présenté quelque chose d'étonnant en novembre 2025. Un pré-refroidisseur de 1,5 m de haut, non pas conçu à la main, mais conçu par leur logiciel Neuron grâce à l'ingénierie computationnelle, puis imprimé d'un seul tenant en métal. À Mach 5, l'air entrant atteint plusieurs milliers de kelvins. Et pour maîtriser cette chaleur, le logiciel utilise une structure de pliage fractale, permettant d'intégrer une immense surface de refroidissement dans un espace très réduit. C'est exactement l'ancienne idée de Sabre, mais elle renaît grâce à l'intelligence artificielle et à l'impression 3D. Peut-être que le pré-refroidisseur deviendra enfin abordable et réalisable.
Et il existe une solution totalement différente que vous connaissez déjà grâce à une autre de nos vidéos, à savoir la détonation. Au lieu de refroidir un moteur à turbine, la société Venus Aerospace combine un moteur à détonation rotatif, ou RDRE, avec un statoréacteur. En mai 2025, ils ont effectué le premier essai en vol d'un tel moteur à détonation aux États-Unis. Leur objectif est de développer un seul moteur capable de fonctionner de la piste de décollage jusqu'à Mach 6. Pour un avion de passagers supersonique appelé Stargazer M4, la société américaine Hermes procède de manière similaire en plaçant un pré-refroidisseur devant un turboréacteur classique et, grâce à une astuce, à savoir un piquet contrôlé, elle comble l'écart jusqu'à l'allumage de son statoréacteur. Également avec pour objectif Mach 5, même le rêve de décoller de la piste vers l'espace continue de vivre. Seulement, ce n'est pas comme on l'avait imaginé. La société néo-zélandaise Dawn Aerospace fait déjà voler son avion-fusée Aurora qui décolle de la piste comme un jet. En novembre 2024, il a franchi le mur du son et peut voler plusieurs fois dans la même journée. Il est significatif cependant que, pour atteindre la véritable orbite, eux aussi ne misent pas sur un SSTO à respiration atmosphérique, mais sur des fusées et, au final, sur 2 étages. Ma conclusion, le véhicule spatial purement à respiration atmosphérique et à un seul étage, capable de passer de la piste de décollage à l'orbite, n'existera peut-être jamais. L'équation de la fusée et SpaceX avec ses fusées réutilisables ont probablement tranché cette question pour le moment. Mais au cœur du moteur, le pré-refroidisseur, ce composant qui maîtrise à la fois le feu et la glace, refuse obstinément de mourir. Il a simplement changé de rêve. Loin de l'orbite, vers la maîtrise du domaine hypersonique. Qu'il s'agisse de l'Invictus européen, d'échangeurs de chaleur imprimés par IA ou de statoréacteurs à détonation, l'idée d'un moteur qui respire le ciel est plus vivante que jamais. Parfois, en technologie, la plus belle idée est aussi la plus tenace. Je m'appelle Sirwan et c'était Chronique de Mars. Merci d'avoir regardé. Per aspera ad astra.